Accompagnée de vents violents et d'importantes précipitations, la dépression hivernale Niels balaie le sud de la France, de la côte atlantique jusqu'aux Alpes et à la Corse. Il voulait concourir en portant un casque arborant les portraits de plusieurs athlètes morts au combat. Un skelétonneur ukrainien a été disqualifié des JO d'hiver pour cause de politisation. La tempête Niels balaie plusieurs régions de France ce jeudi. Dans les Landes, un routier a perdu la vie, victime d'une chute d'arbre. Près de 900 000 foyers étaient privés d'électricité ce jeudi matin en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, principales régions touchées. Après une succession de tempêtes, les nouvelles précipitations laissent craindre d'importantes inondations. À La Réole, en Gironde, plusieurs habitants des bords de la Garonne en crue ont été évacués. Le sous-préfet m'avait annoncé un pic à 9 mètres. Malheureusement, il a beaucoup plu, il y a eu beaucoup de vent. Les débits à Tonneins et à Marmande sont très très importants. Il est fort à parier qu'on dépassera les 9 mètres. Le problème, c'est qu'à partir de 9 mètres 30, 9 mètres 50, en face, on a un quartier qui risque de prendre l'eau. En tout cas, pas les maisons, en tout cas être complètement isolé. Et là, ça sera beaucoup plus difficile à gérer. Face à cet épisode d'une force peu fréquente, accompagné de vents dépassant les 160 km/h, Météo France a placé plusieurs départements de la moitié sud du pays en vigilance rouge ce jeudi. La Gironde et le Lot-et-Garonne pour les crues, l'Aude et les Pyrénées-Orientales pour les vents violents, ainsi que la Savoie pour le risque d'avalanche. En Espagne, où les vents ont dépassé les 100 km/h en Catalogne, au moins 25 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Plusieurs écoles y ont été fermées, alors que le trafic routier, ferroviaire et aérien est perturbé. Les autorités régionales ont appelé les citoyens à éviter de se déplacer jusqu'à jeudi. C'est le prix de notre dignité. C'est par ces mots que le skelétonneur ukrainien Vladislav Eraskevich a réagi à l'annonce de sa disqualification des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. En cause, son intention de porter un casque arborant les portraits de plusieurs athlètes morts au combat. Le CIO a invoqué l'article 50 de la Charte olympique qui bannit toute démonstration politique lors des Jeux. With regret, we took this decision, but it followed his multiple refusals to comply with the IOC guidelines on athlete expression. Despite multiple exchanges and in-person meetings with the IOC and Mr. Karasevich, the last one just this morning at 7:30 with the IOC President Kirsty Coventry, who was in Cortina to meet him, he would not consider the many compromises that we offered him. À l'annonce de la disqualification de son fils, le père de Vladislav Eraskevich a réagi avec émotion. 2 autres athlètes olympiques ukrainiens se sont également vus interdire de porter leur casque pour cause de politisation. Dans un contexte de tensions économiques et géopolitiques, les dirigeants de l'UE se sont réunis pour un sommet informel sur le thème de la compétitivité. In terms of geopolitics, if you want to be a geopolitical power, you are either a strong economic power or a strong military power. We are a strong economic power, but we need to be stronger, that's for sure. So we need to work with our simplification processes. We need to work with everything that is helping our companies. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán appelle les Européens à suspendre leurs aides financières à l'Ukraine s'ils souhaitent rester compétitifs. We'd like to have a better performing economy. We have to stop the war in Ukraine and to generate peace. Second, if you need your money for your competitiveness, don't give it to somebody else. So don't send your money to Ukraine. Instead of, we should spend on our own economy to improve competitiveness. La question des euro-obligations était à l'ordre du jour. C'est un constat alarmant qu'a tiré Yanis Varoufakis. L'Union européenne est coincée entre la fédéralisation et la dissolution. Sur Euronews, l'ancien ministre grec des Finances a imputé cette situation à la faiblesse des piliers fiscaux et d'investissements européens. We have federal money, and this is our tragedy. We have a great central bank, a monolith of a central bank, and we have 20 treasuries that can't really rely on it. Selon lui, lorsque les dirigeants de l'UE discutent des euro-obligations, ils omettent de parler de qui émettrait la dette. It was a mistake to create federal money without a federation.
The result has been the spectacular drop in investment, the stagnation, which is causing the lack of competitiveness. So we have two choices. We are at a fork on the road. We can move in the direction of federation, or we can disband the euro. Les alertes lancées par Yanis Varoufakis ont été formulées alors que les dirigeants de l'UE se réunissaient en Belgique pour un sommet informel sur la compétitivité. Le président français Emmanuel Macron a appelé à la création d'euro-obligations tournées vers l'avenir afin d'investir dans la transition écologique et l'intelligence artificielle, insistant sur le fait que les marchés mondiaux recherchaient des alternatives au dollar américain. Donald Trump a accueilli le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ce mercredi et a insisté sur sa volonté de poursuivre les négociations avec l'Iran. Au sortir de cette réunion qualifiée de très bonne, Donald Trump a indiqué qu'aucun accord définitif n'avait été signé, alors que les États-Unis continuent de faire pression pour parvenir à un accord sur le nucléaire iranien. De son côté, Benjamin Netanyahou a mis l'accent sur les besoins sécuritaires de l'État hébreu. Il exige que soient abordées les restrictions sur les missiles balistiques de Téhéran, une ligne rouge pour Israël, ainsi que son soutien à des groupes tels que le Hamas et le Hezbollah. Surtout, il a assuré que l'action militaire était le seul moyen de résoudre une fois pour toutes la question du nucléaire iranien. La situation dans la bande de Gaza a également été abordée quelques jours seulement après l'annonce de mesures visant à étendre le contrôle israélien sur la Cisjordanie. Cette rencontre, la 7e depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, intervient alors que les États-Unis et l'Iran ont fait preuve d'un optimisme prudent après avoir tenu des négociations indirectes à Oman vendredi dernier. Trump a d'abord menacé de mener une action militaire en réponse à la répression sanglante par l'Iran des manifestations anti-régime qui ont secoué le pays, puis s'est orienté ces dernières semaines vers une campagne visant à pousser Téhéran à conclure un accord sur son programme nucléaire. De son côté, Israël est largement soupçonné de posséder des armes atomiques mais n'a jamais confirmé en avoir en sa possession. L'État hébreu n'a pas non plus adhéré au traité de non-prolifération nucléaire. Le Premier ministre Donald Tusk a déclaré que l'ambassade de Pologne à Washington avait reçu une invitation pour participer à la réunion inaugurale du Conseil de la paix prévue le 19 février. Une invitation déclinée en raison des circonstances qui entourent le nouvel organisme créé par Donald Trump. Nous ne renoncerons en aucun cas à notre droit souverain d'exprimer une opinion qui pourrait être différente de celle de notre allié, a assuré le Premier ministre polonais, qui ne souhaite pas remettre en question les relations entre Varsovie et Washington. En revanche, Donald Tusk a assuré qu'il n'exclut aucun scénario et qu'une participation pourrait être possible si la situation évoluait. Le Conseil de la paix dirigé par Donald Trump a pour objectif de mettre un terme à la guerre dans la bande de Gaza, mais sa charte lui assigne un objectif beaucoup plus large, à savoir la résolution des conflits armés dans le monde. Beaucoup de pays ont adhéré à cette initiative, mais de nombreuses puissances dont la France l'ont déclinée, estimant que son rôle mal défini remettait en cause les responsabilités de l'ONU. L'Union européenne passe à l'action face aux drones malveillants. La Commission a présenté mardi sa stratégie destinée à détecter les intrusions de ce type d'engin sur son territoire, après plusieurs incidents ayant notamment touché des infrastructures critiques en Pologne et en Belgique. We have seen that drones, they have violated our airspace, disrupted our airport operations and caused also near misses with the civilian aircrafts. In fact, this malicious or irresponsible use of drones affects the protection of critical infrastructure, also our external borders, ports, transport hubs and public spaces, as well as maritime safety and energy security. Bruxelles prévoit d'accroître les investissements dans les technologies capables de distinguer les drones malveillants des engins inoffensifs. La Commission prévoit également de créer une certification permettant d'identifier les systèmes anti-drones sécurisés et de proposer un achat groupé aux pays intéressés par ces équipements. Critiquée pour sa gestion des inondations ces dernières semaines, la ministre de l'Intérieur portugaise, Maria Lúcia Amaral, démissionne. Le Premier ministre Luís Montenegro va assurer l'intérim en attendant la nomination d'un successeur. Le gouvernement est accusé de ne pas avoir été à la hauteur lors des 2 semaines de tempête qui ont fait au moins 7 morts et causé des dégâts estimés à 4 milliards d'euros. Le Portugal est toujours confronté aux conséquences des tempêtes Christine, Leonardo et Marta. Mardi soir, 3000 personnes ont été évacuées dans la ville de Coimbra, au centre du pays, en raison du risque d'effondrement des barrages.
Le pays enregistre une nouvelle journée de fortes pluies ce mercredi, avec 9 districts sous alerte orange. Des avertissements sont également en vigueur dans une grande partie du territoire en raison du vent. Avec des niveaux de pluie et d'inondations sans précédent, le Portugal devrait rester en état d'alerte pendant encore plusieurs jours. 2 expositions mettant en valeur le patrimoine culturel de Chypre et ses liens historiques avec la France et l'Europe ont été inaugurées à Paris par le président chypriote Nikos Christodoulides et la première dame française Brigitte Macron. Pour la première fois, le musée du Louvre accueille 16 pièces prêtées par le département des Antiquités du ministère de la Culture de l'État insulaire. Grâce à ces objets, les visiteurs peuvent notamment comprendre les échanges commerciaux et culturels qui se sont développés à Chypre pendant la période chalcolithique et l'âge de bronze. L'exposition, qui sera ouverte aux visiteurs jusqu'au 22 juin, est organisée dans le cadre du programme culturel de la présidence chypriote du Conseil européen. Pour les plus curieux, rendez-vous à la Bibliothèque nationale de France. Cette exposition, organisée en collaboration avec la Fondation culturelle de la Banque de Chypre et inaugurée en présence d'Emmanuel Macron, se tient jusqu'au 14 juin et rend hommage à l'île d'Aphrodite. De nombreuses pièces présentent l'île de l'amour à travers les siècles et révèlent la façon dont les Français l'apercevaient. Des gravures du peintre Louis-François Cassas qui a visité l'île en 1785 ainsi que des icônes du XVIIe et XVIIIe siècle prêtées par la Fondation culturelle de la Banque de Chypre et l'église de Nicosie soulignent l'importance de la tradition orthodoxe byzantine dans la formation de l'identité chypriote.